Le parti nazi est créé entre 1919 et 1921 dans une élaboration progressive pour, à l'origine, pour détourner des gens de gauche, en l'occurrence la masse ouvrière, comme on dit, des sociodémocrates et des communistes. Puisqu'il y a eu une révolution, une véritable révolution en Allemagne à l'automne 1918, il y a une clientèle potentielle et même actuelle pour les communistes et les sociodémocrates. Les élites bourgeoises, financières et industrielles de la Bavière financent un organisme qui s'appelle d'abord le DAP puis le NSDAP, qui a un programme socialisant, voire socialiste, qui vise à attraper, qui vise à aimanter des masses flottantes qui pourraient être tentées par le communisme ou la social-démocratie, et pour les agréger à un camp qui est le camp nationaliste, raciste, antisémite, xénophobe, de la droite classique traditionnelle. Le traité de Versailles est rejeté par les nazis, puisque c'est dans le programme du parti nazi, dès l'origine, la destruction du traité de Versailles. Et de fait, euh, le, les nazis au pouvoir vont s'y employer méthodiquement. De 1933, au moment où ils quittent la SDN, jusqu'à la déclaration de guerre en 1939, en passant par la remilitarisation de la Rhénanie, le rétablissement du service militaire obligatoire, l'annexion de l'Autriche, des Sudètes, bref, tout l'ordre versaillais va être détruit. Cela dit, les nazis ne sont pas les seuls à dire que Versailles est une ineptie. Euh, Versailles, le traité de Versailles a été est l'œuvre, c'est un compromis entre en gros Clémenceau d'un côté et de l'autre côté Wilson et Lloyd George, mais le traité de Versailles garde la patte de Clémenceau. L'obsession de Clémenceau en 1918-1919, Clémenceau qui est un vieil homme, il a 80 ans à l'époque, il a vécu la guerre de 70-71, il était maire du 18e arrondissement de Paris, il a vécu aux premières loges l'invasion prussienne. L'obsession de Clémenceau, c'est de briser les reins une bonne fois pour toutes de cette Allemagne, et pour ce faire, il arrive à dicter des conditions de paix qui sont extrêmement dures, et que l'on connaît. 15% de la population et du territoire allemand disparaissent, sont enlevés à l'Allemagne. Euh, les colonies allemandes disparaissent. Les brevets allemands sont internationalisés. La patrie des prix Nobel voit tous ces brevets libres de droit désormais, ce qui est une perte financière et intellectuelle terrible. Plus d'armée, plus de marine, plus d'équipements lourds, bref, quelque chose de très humiliant pour un pays qui n'a jamais vu l'ombre d'une baïonnette ou d'un casque allié. Puisque le 11 novembre 1918, l'armée allemande est à 200 km en France. Il y a quand même très surprenant pour la population allemande de se voir imposer ces conditions alors qu'elle estime ne pas avoir perdu la guerre. Le, Clémenceau regarde en arrière, très clairement. Il regarde 1870-71. Il ne regarde pas en avant, il ne regarde pas l'avenir. L'Allemagne, puissance centrale et encerclée, a été victime d'un blocus terrible qui fait que, à l'automne 1918, et c'est pas pour rien qu'il y a une révolution à ce moment-là, on meurt de faim en Allemagne. On meurt littéralement de faim. Parce que vous voyez les photos des gens à cette époque-là, les joues sont creusées, les orbites sont enfoncées, les mines sont grises, on ne mange pas, il n'y a plus rien à manger en Allemagne à ce moment-là. D'où, euh, en partie, la révolution de l'automne 1918. 1 million de personnes sont mortes à cause du blocus, des civils, des gens qui sont morts de faim et morts de maladie. La grippe espagnole a fait des ravages en Allemagne parce que les organismes étaient totalement affaiblis par, par le blocus. Les nazis rappellent dans les années 20 cette expérience terrible, traumatique, du blocus et de la mort de masse à cause de la faim et de la maladie, et affirment ceci, que les Alliés n'ont pas voulu gagner stratégiquement ou politiquement, pas seulement, mais ils ont voulu gagner biologiquement, en assassinant le peuple allemand. Et c'est parfaitement cohérent avec la lecture, on va dire, biologisante, naturalisante, raciste qu'ont les nazis. Dans la manière dont les nazis envisagent les affaires politiques et l'histoire. Il y a cette naturalisation dont on avait parlé, le fait d'animaliser l'humanité et de naturaliser la culture, on va dire. L'idée sur laquelle les hommes, les groupes humains, les communautés humaines obéissent à des lois naturelles et qu'un juriste ou un législateur avisé se bornera à traduire ces lois naturelles-là.
Ça, c'est le premier stade. Le second stade, qui est induit par le premier, c'est la médicalisation. Euh, Là encore, les nazis participent d'un contexte culturel occidental, européen et occidental, qui les dépasse, hein, qui est celui du prestige depuis la fin du 19e siècle, du prestige des sciences naturelles, de la biologie et de la médecine. À la fin du 19e siècle, avec les travaux de Robert Koch en Allemagne, le découvreur du bacille de Koch, hein, enfin de Koch, de la tuberculose, et les travaux de Pasteur en France, on a vu que la transmission des maladies reposait sur l'interdépendance humaine. La fréquentation, le fait de se parler, la transmission du virus ou de la bactérie par l'air et par le simple contact humain. Dès lors, ces découvertes scientifiques et médicales ont eu un impact sur la manière de concevoir la communauté, comme les nazis disent. Ils évitent le terme de société, ils parlent de communauté. Puisque si je peux vous infecter par le simple fait de vous toucher ou de vous parler, ça a des conséquences sur la manière dont on va concevoir la politique. Ces juifs de l'Est que les nazis vont rendre malades par la ghettoisation, par un effet de retour, si vous voulez, et un effet très pervers de prophétie autoréalisatrice, les juifs vont en venir à incarner la maladie, parce qu'ils sont malades. Ils sont malades à cause des Allemands, mais ils vont de fait justifier l'idée sur laquelle on avait raison de dénoncer le danger biologique juif. Regardez, ils sont tous malades dans les ghettos. Et ce que l'on constate dans l'élaboration de ce que les nazis appellent la solution finale, c'est-à-dire la destruction physique totale de tous les juifs d'Europe, c'est que les processus qui vont être mis en place en Pologne à partir du printemps 1942 de manière massive sont des processus qui miment, qui singent les processus de désinfection médicale. C'est-à-dire qu'on vous fait rentrer dans une chambre de désinfection, on vous sépare de vos habits, les habits vont dans des chambres de vaporisation où ils sont désinfectés par la chaleur et la vapeur, et de fait c'est le cas puisqu'on va réutiliser ces habits-là après avoir tué tous les poux et les lentes qui se trouvent dessus. On sépare donc les habits qui sont désinfectés des populations qui sont censées être désinfectées, puisqu'on les fait rentrer dans des chambres de désinfection. Et la cohérence du système va jusqu'à ce fait incroyable, qui est que le poison que l'on va utiliser pour tuer des gens, le fameux Zyklon B, c'est un antiverminique, c'est un dératisant, c'est une substance, un poison chimique, l'acide cyanhydrique, que l'on utilise pour désinfecter des locaux, pour tuer les rats, tuer les poux et tuer les lentes. Et l'assimilation dans le processus entre la maladie et la victime est totale, puisqu'on utilise pour tuer des gens ce que l'on utilise pour tuer des rats et des poux. Quand Darquier de Pellepoix dit dans une interview célèbre en 1978 à Auschwitz on a gazé que des poux, au fond, du point de vue nazi, il a raison. Il dit la vérité. Parce que les juifs sont des poux. Les juifs sont la maladie, du point de vue des architectes et des penseurs de cet assassinat de masse qu'ils appellent, eux, la solution finale. Vous avez un double discours qui est à la fois un discours sanitaire, on se débarrasse d'éléments pathologiques, et on s'en débarrasse d'ailleurs avec des pincettes, hein, puisque dans tous les ordres que j'ai dépouillés, qui sont donnés à l'armée allemande à l'Est, on vous dit de ne rien toucher, hein, ne touchez rien, ne touchez pas les gens, ne buvez pas l'eau, ne mangez pas leurs légumes, ne touchez pas les poignées de porte. D'où l'usage massif du lance-flamme sur le front de l'Est, puisque un lance-flamme permet effectivement de détruire quelque chose, un objectif, sans toucher la poignée de porte, puisque le jet de la flamme atteint 30 mètres. Donc vous avez la mobilisation d'un discours sanitaire, hein, on nettoie, on fait le vide, on purifie par le feu, par la mort, et mobilisation d'un discours sécuritaire. Un autre chapitre très très important, c'est la surreprésentation des juristes dans l'appareil nazi. L'appareil du parti d'abord, et puis ensuite l'appareil de l'État à partir de 1933. Les juristes sont très recherchés par les administrations, par les entreprises privées, par les partis politiques, pour constituer leur encadrement. Et on observe qu'à la fin des années 20, au moment où le parti nazi commence à décoller du point de vue électoral, plein de jeunes gens qui viennent de terminer leurs études, qui viennent d'obtenir un doctorat, qui sont à peine trentenaires, voire avant, envisagent le parti nazi et son arrivée possible au pouvoir
comme une opportunité de carrière majeure. Et de la même manière, dans le parti nazi, on se rend compte que l'éventualité d'une prise de pouvoir, enfin, d'une arrivée au pouvoir, prise de pouvoir c'est un terme nazi, d'une arrivée au pouvoir se précise et que dès lors on a besoin de cadres, on a besoin d'encadrement. Donc on recrute des juristes par centaines. Le RSHA, qui est à la fois un organisme technocratique de centralisation du renseignement et de la répression et opérationnel, puisque le RSHA s'occupe de la répression concrète en Allemagne et dans le Reich dilaté par la conquête, ces fonctionnaires-là constituent une élite à la fois intellectuelle, puisque certains écrivent et continuent à avoir une activité intellectuelle de doctrine juridique, on va dire, mais aussi d'élaboration de la norme et d'une nouvelle pensée de la norme. C'est à la fois une élite intellectuelle et également une élite fonctionnelle opérationnelle qui concrètement dirige un bureau, dirige un service, monte des dossiers, traite des affaires et, par ailleurs, c'est un baptême du feu qui est important dans la carrière pour l'avancement, hein, l'avancement en grade, en rang et en salaire. Par ailleurs, ces gens-là doivent de temps en temps quitter leur bureau pour aller faire ce qu'on appelle un Einsatz, un Ost-Einsatz en l'occurrence, c'est-à-dire une affectation à l'Est dans les commandos de tueurs. Les juristes qui sont très présents dans l'appareil nazi, du parti comme de l'État, sont présents à titre de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires, d'élite fonctionnelle. Ils sont également présents à titre intellectuel, puisqu'on les consulte depuis 1933. On les consulte pour l'élaboration de la nouvelle législation nazie, cette élaboration qui, comme je vous le disais, doit être la translittération, en termes juridiques, de la loi naturelle. La première fois que les juristes sont associés au travail de législation, au travail concret de formulation de la norme, c'est au printemps 1933, dès le départ, hein, quand le nouveau gouvernement décide de promulguer, ce sera chose faite le 14 juillet 1933, de promulguer la loi qui rend obligatoire l'eugénisme, la pratique eugénique, et qui institue des tribunaux d'hérédité qui, composés de médecins et de juristes, vont prononcer des peines, des mesures de castration et de stérilisation pour des personnes dont les juristes et les médecins vont estimer qu'ils sont porteurs d'une hérédité malade, pathologique. On consulte des avocats, on consulte des médecins, on consulte des juristes, en l'occurrence des juristes intellectuels, hein, des professeurs d'université, pour aider à la formulation de la loi et à l'exposé des motifs. Cette coopération-là, cette consultation-là se poursuit tout au long de l'existence du régime, hein, jusqu'en 1945, puisque le dernier projet de loi date de janvier 1945, et c'est le cas également pour les lois de Nuremberg, les lois dites de Nuremberg, qui portent ce nom parce qu'elles ont été proclamées solennellement lors de la réunion du parti, du congrès du parti à Nuremberg en septembre 1935. Le problème majeur qui se pose pour l'élaboration des lois de Nuremberg, c'est, puisque on veut interdire le mariage et au-delà les relations sexuelles entre juifs et non-juifs, on veut interdire dès lors le mélange, la mixion des fluides hein, sanguins, spermatiques entre juifs et non-juifs pour éviter la contamination de la race nordique. Parce que ce ne sont pas seulement ce que les nazis appellent les bâtards raciaux qui sont dangereux, c'est-à-dire le résultat d'une union charnelle entre un juif et un non-juif. L'enfant, c'est pas lui seulement qui est dangereux, il est très dangereux, on pourrait y revenir. Mais il n'y a pas que ça qui est dangereux, c'est que le simple contact sexuel, le simple contact des fluides, aboutit à une infection, surtout de la femme, qui est un élément passif, hein, selon les nazis, une infection qui fait que, même si elle n'enfante pas un bâtard racial, selon la terminologie nazie, eh bien, elle sera infectée à vie, elle aura des défauts qui se transmettront à son hérédité, même si elle a un enfant avec un homme de bonne race. Bon. Le principe de la loi de Nuremberg, c'est ça, éviter toute mixion, tout contact, toute infection. Le problème, porte sur la définition du juif. Et alors là, personne n'est d'accord. Parce que pour savoir qui est juif, on va s'adresser aux raciologues. Alors
alors c'est un néologisme qui date de cette époque, Rassenkundler, qui désigne l'expert en affaires raciales, l'expert en sciences de la race, généralement des anthropologues et des médecins. On définit comme juifs ceux qui ont une ascendance juive, bon, et les ascendants juifs sont des gens qui étaient censés, qui avaient une pratique religieuse juive. C'est absurde du point de vue nazi, puisque du point de vue nazi, tout est biologique. La religion juive ne compte pour rien, mais c'est la seule manière que l'on a pour désigner les juifs, puisque du point de vue, on va dire, médical, scientifique, biologique, substantiel, personne n'est d'accord pour dire qui est juif et qui ne l'est pas. Ce qui est fantastique, parce que les nazis administrent eux-mêmes la preuve de l'absurdité et de l'ineptie de leur projet. Quelqu'un qui a réfléchi à ce qu'on pourrait appeler l'ontologie du juif, c'est-à-dire l'essence, à l'être juif, c'est le juriste Carl Schmitt. Carl Schmitt qui organise un grand colloque en 1936, un grand colloque intitulé Le juif et les sciences juridiques. Mais regardez, comme le juif c'est tout et n'importe quoi et c'est tout et rien, le juif est tout et rien parce qu'il est, dit Carl Schmitt, ohne Gestalt, sans forme, il est informe. L'arien, le germanique nordique, lui, il a une forme. La forme du crâne, la forme des os, la forme du squelette, la forme de la culture, la forme du physique, la forme de l'intelligence. L'arien est quelqu'un qui donne forme au monde parce qu'il crée la culture. Le juif, il est informe. D'abord, il est laid, il est difforme, il ne ressemble à rien, il obéit à plusieurs types physiques, on n'arrive pas à le reconnaître. Et par ailleurs, il ne donne pas forme au monde, il le déforme, parce qu'il le détruit. Pour les juifs, pour les nazis, le juif est un destructeur de culture. C'est quelqu'un qui vient, c'est un parasite, un virus, qui vient, qui investit une communauté, qui la détruit et qui s'en va pour détruire ailleurs. Alors que l'arien, au contraire, lui, est celui qui crée la culture, qui édifie le Parthénon, qui édifie le Colisée, qui crée la philosophie, la musique, qui est architectonique. L'arien est un principe formateur, conformateur. Le juif est difforme et il déforme. Carl Schmitt en tire argument pour dire, mais dès lors que le juif est tout et rien, qu'on ne peut pas le reconnaître, qu'il est informe, eh bien il va falloir le marquer. Cette logique-là du marquage va être étendue à toute la population juive en deux temps. D'abord en Pologne occupée, puisque les juifs vont devoir porter un signe distinctif, les nazis reprenant ici une vieille coutume médiévale chrétienne, qui consiste à marquer le juif pour le reconnaître et garder bonne distance avec lui. Le premier marquage, c'est généralement un brassard blanc avec une étoile de David bleue que l'on porte au bras. Et peu à peu, donc ça c'est dès l'automne 1939 en Pologne occupée, et peu à peu, ça va être étendu à ce que les nazis appellent le Altreich, le vieux Reich, dans les frontières de 37-38, et puis ensuite à toute l'Europe occupée sous la forme de ce que l'on connaît, c'est-à-dire cet héritage direct de la rouelle médiévale, cette pièce de tissu au niveau du cœur et de la poitrine, qui devient donc l'étoile jaune. Et autre principe de marquage, comme vous le disiez, ce décret de 1938, de l'été 1938, qui va trouver application dès l'hiver 39, qui consiste, avant même l'étoile jaune, et avant même le brassard, puisqu'on est au début 1939, on est avant l'invasion de la Pologne, qui consiste à imposer aux Juifs du Reich, ce qui n'est pas encore le Altreich, imposer aux Juifs du Reich l'adjonction à tout prénom que vous allez donner à vos enfants, du prénom Israël pour les enfants mâles et Zara pour les petites filles. Puisque les nazis estiment que de même que les juifs se masquent, se dissimulent et veulent se cacher en ne fréquentant plus la synagogue, en sortant des ghettos, ce qu'ils ont fait depuis des siècles, déplorent les nazis, et par ailleurs en se faisant baptiser, protestants, catholiques, les juifs par ailleurs se masquent et se dissimulent en donnant à une progéniture qui devrait s'appeler Aaron ou Samuel ou Shmuel, en leur donnant des prénoms ariens comme Hans, Fritz, Friedrich, Wilhelm, etc. Pour éviter cela, si vous voulez baptiser votre fils Friedrich à partir de
janvier 1939, ce sera Friedrich Israel. On peut être intellectuel et raciste, être intellectuel et ultranationaliste, xénophobe et antisémite. Ça ne pose aucun problème puisque, et là il faut revenir à la structuration de la formation intellectuelle de l'époque, ce que l'on disait sur les universités tout à l'heure. Lorsque vous allez à l'université, vous avez des gens qui défendent ouvertement l'idée que l'Allemagne est une essence, une substance assiégée, qu'il faut protéger, etc. On n'est pas du tout dans une idée républicaine, universaliste, et une conception universaliste et ouverte du genre humain. Hein. C'est la société fermée, si vous voulez. Depuis la Révolution française, une catastrophe est advenue, parmi d'autres. La Révolution française est une abomination pour les nazis, hein. Parmi ces autres erreurs, la Révolution française a émancipé les Juifs. Elle leur a donné la citoyenneté. Elle leur a permis de sortir des ghettos. Et ça, c'est une évolution abominable, néfaste, selon les nazis, sur laquelle il faut revenir. En recréant les ghettos, en recréant la ségrégation, à la fois juridique et spatiale, et sexuelle. Les Juifs sont une altérité biologique absolue qu'il faut tenir à distance. D'où la création de normes et de pratiques qui visent à contingenter, à contraindre et à isoler les Juifs, et à les isoler de ce qu'est la communauté biologique nordique, germanique, aryenne. Hannah Arendt, dont l'œuvre est importante par ailleurs, s'est trompée sur le cas de Eichmann. Elle s'est trompée parce qu'elle a été trompée par Eichmann. Hannah Arendt a assisté à, je crois, 3 audiences du procès Eichmann sur une semaine, alors que le procès a duré 1 an. Hein. Donc elle est venue, elle a vu, elle a écrit et elle en a tiré des conclusions qui auraient peut-être demandé plus ample réflexion. Parce que en 1961, Eichmann à Jérusalem pense pouvoir sauver sa peau. Hein. Il pense pouvoir être, non pas acquitté, mais condamné à une peine de prison et ne pas mourir. Puisque normalement la peine de mort n'existe pas en Israël. Elle a été établie de manière ponctuelle pour lui. Il va jouer un rôle, le rôle du parfait subalterne, du clair, gris, effacé, pâle, terne, du monsieur très poli qui se lève quand on lui dit de se lever, qui se rassied, qui dit bien sûr monsieur le président, qui est très poli, qui coopère, qui rectifie les chiffres. Hein, on connaît tous ces images du procès Eichmann, où Eichmann, dans sa cage de verre, compulse ses dossiers, rectifie le président ou rectifie le procureur sur tel ou tel point. Ah non, là, ce n'était pas 1200 personnes, c'était 1400. Bref, il collabore, il coopère, et il donne l'image très surprenante pour Arendt et pour le monde, puisque c'est un procès en mondiovision, l'image d'un médiocre pur et parfait, d'un technocrate gris, d'un petit épicier, d'un comptable qui, bien loin d'incarner le monstre flamboyant que l'on attendait, l'espèce de brute épaisse, sadique, qui hurle et qui assassine, et ce que on a appelé à l'époque un criminel de bureau, Schreibtischtäter. Sauf que lorsque vous écoutez Eichmann, ou lorsque vous lisez Eichmann, en dehors du cadre du procès, on n'est pas naturel dans un procès, surtout quand on veut sauver sa peau. Lorsque vous écoutez Eichmann dans un cercle privé, dans un cercle amical, et on peut l'écouter, puisqu'il a été enregistré par ses propres amis, des amis à lui, des SS réfugiés en Argentine, comme lui, en exil, et qui se réunissaient pour évoquer le bon temps, et qui s'enregistraient les uns les autres parce qu'ils avaient le projet de faire un livre sur l'histoire du Troisième Reich. Donc il s'agissait de dépositions et de témoignages d'experts, de fonctionnaires, de soldats qui disait la vérité du Troisième Reich. Là, il ne dit pas je suis un médiocre, subalterne, j'obéis aux ordres. Il dit non, non, je suis un combattant idéologique. Quand un de ses amis lui dit mais bon, tu es les Juifs, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce que tu es allé chercher les Juifs jusqu'en Crète? Pourquoi est-ce que tu es allé chercher jusqu'aux enfants juifs de Crète? Pourquoi est-ce que tu les as mis sur les bateaux? Tu les as amenés à Athènes? Pourquoi tu les as mis dans les trains pour les amener en Pologne? Qu'est-ce que les enfants juifs des îles grecques t'avaient fait? Et là, Eichmann s'emporte, s'énerve en disant mais espèce de salopard, c'est ce qu'il lui dit, c'est ce qu'il répond à son contradicteur, espèce de salopard, est-ce que toi tu as déjà combattu sur le front? Moi oui. Eichmann n'a jamais combattu sur le front, mais sauf que pour lui, ce qu'il fait, c'est le front, c'est la guerre. Hein, j'ai fait cela, je suis allé chercher les Juifs jusqu'en Crète,
jusque dans les jupes des mères, parce que ces gens-là nous ont déclaré la guerre, et que moi, je devais défendre ma patrie et ma race. Parce que moi, j'ai vu les dommages de la guerre que les Juifs nous ont déclarés. Eichmann se reproche de ne pas être allé jusqu'au bout de l'assassinat, puisque cet assassinat de masse n'avait de sens du point de vue nazi que s'il était total. 5 millions ou 6 millions de juifs, ça ne suffit pas. Il faut les tuer tous, puisque ce n'est pas le nombre qui importe, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est le juif en tant que substance qu'il faut éradiquer totalement, il doit totalement disparaître. Si vous en laissez un, mais tout est à recommencer. Si vous en laissez deux, ils vont se reproduire et ça va recommencer. Cela dit, Eichmann, comme Himmler, parle de la difficulté à faire ce travail, notamment quand on sort du bureau et qu'on voit concrètement sur le terrain, puisque Eichmann inspecte des centres de mise à mort, assiste à ce qu'on appelle des opérations spéciales ou à des traitements spéciaux, c'est-à-dire à des gazages, et il assiste par ailleurs également à des meurtres par balle. Et Eichmann, à un moment, effectivement, rappelle ce moment où il a vu assassiner une femme et son enfant. Et il dit qu'il a pensé également à ses enfants. Il a pensé à ses enfants dans deux sens, à vrai dire. D'une part, il y a eu cette amorce de démarche empathique qui consiste à dire « Ah, c'est terrible, tuer un enfant, ça pourrait être le mien ». Mais il y a eu surtout ce réflexe qui consiste à dire si on ne tue pas celui-là, c'est le mien qui va en pâtir. Parce que quand celui-là deviendra grand, cet ennemi irréconciliable, ce petit gamin sympathique qui va devenir un ennemi mortel de la race allemande, eh bien, il tuera mon enfant. C'est quelque chose que c'est une démarche, on va dire, spéculaire, en miroir, si vous voulez, que l'on retrouve chez les acteurs de l'assassinat de masse sur le front de l'Est. On a les lettres de ces gens-là qu'ils envoient à leur famille, et très souvent, vous avez des jeunes gens qui sont des fusilleurs du plus bas étage, hein, qui sont des soldats, des simples soldats, même pas des officiers, qui racontent ce qu'ils font, et qui disent, voilà, aujourd'hui, j'ai tué des dizaines d'enfants. Bon, ils disent cela à leur fiancée ou à leur épouse. Et ils disent, voilà, j'ai fait cela en pensant aux nôtres d'enfants, en pensant à nos deux petits chérubins ou à nos trois adorables bambins, parce que je sais que si je laisse vivre cela, c'est les nôtres qui mourront. Hein, cette justification toujours par la nécessité de l'acte. Hitler est présenté aux Allemands par la propagande nazie d'une manière double. D'un côté, c'est l'homme du commun, der gemeine Mann, c'est l'homme de la rue, et d'ailleurs il le dit lui-même, hein, il entretient cette légende selon laquelle il est un homme tout à fait commun, qu'il est pauvre, qu'il est travailleur. Bon, il n'a jamais travaillé de sa vie, hein, mais il affirme à longueur de discours qu'il est un travailleur manuel. Il n'est pas un diplômé, il n'est pas un éduqué, il n'est pas un juriste, il n'est pas un diplomate ni un général. C'est un homme qui est sorti du rang, précisément. C'est la première manière dont Hitler est présenté, c'est le caporal de Bohême, le combattant anonyme, classique, commun de la Grande Guerre, celui qui, en ayant fait une belle guerre, est sorti du rang puisqu'il a eu la croix de fer pour acte de bravoure, etc. Cette manière-là de présenter Hitler vise d'une part à susciter l'identification et l'empathie, hein, puisque ressort classique du populisme, on va dire, mais par ailleurs, dans le contexte nazi, cela vise également à dire que du rang de la population sort un homme qui est élu par la nature, qu'il a doté par naissance de qualités exceptionnelles, courage physique, intellect développé, volonté de faire, etc. Et c'est là qu'on glisse à la deuxième manière dont est présenté Hitler, à la fois l'homme du commun sorti du rang, mais oui, justement, sorti du rang parce que élu. Élu par la nature, élu par la biologie. Ici, Hitler est le Führer, ce n'est pas parce qu'il a un diplôme ou un doctorat, ce n'est pas parce qu'il est officier supérieur, c'est parce qu'il est le meilleur. Le meilleur biologiquement, naturellement, il a été doté, doué, hein, une espèce d'idéologie du don, bien sûr, du don naturel, qui consiste à dire qu'Hitler est le plus doué de tous. Hitler est un communicant de génie. C'est quelqu'un qui sait parler aux gens et qui sait les flatter, qui sait les prendre, comme on dit, qui sait s'adresser à eux avec les mots qu'ils attendent.
Et de fait, il va habiller donc l'idée de son élection personnelle, élection naturelle, biologique, raciale, il va l'habiller de concepts et d'oripeaux religieux en recourant à des mots comme Dieu, Tout-Puissant, protection divine, transcendance, providence, etc. Et la manière dont il est représenté et filmé aussi, cela va de l'affiche ou du tableau qu'il représente avec un nimbé d'un halo de lumière qui désigne l'élection ou la sainteté. On voit, et l'œuvre de ses biographes le montre, que Hitler, d'une part, n'est pas fou. Hein. C'est quelqu'un qui est affecté de petites psychopathologies, peut-être plus poussées que tout un chacun, mais bon, c'est quelqu'un qui est obsessionnel et paranoïaque. Voilà, bon, on en rencontre tous les jours dans la vie. Alors, tous ne deviennent pas maîtres du Troisième Reich, mais il a peut-être des caractères psychopathologiques plus poussés que d'autres, mais il n'est pas fou au sens où il fallait l'enfermer. Paranoïaque, oui, obsessionnel, oui, agressif, mais pas fou allié. C'est quelqu'un qui n'a aucune distance vis-à-vis de lui-même. Bon, donc il n'est pas intelligent au sens où il ne se remet pas en cause, il ne se remet jamais en perspective, et il a très peu de sens critique vis-à-vis de lui-même. Par contre, c'est un hypermnésique. C'est quelqu'un qui a une faculté d'assimilation absolument redoutable. Alors on en connaît d'autres, hein, des gens qui ne sont pas très intelligents mais parfaitement hypermnésiques, ce qui fait qu'il a un vocabulaire très étendu, contrairement à ce qu'on dit, Hitler parle bien, il a un vocabulaire, et Mein Kampf le montre, hein, très divers, parce que c'est une éponge sémantique. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui impressionne ses interlocuteurs, parce que comme il est hypermnésique, il se souvient par définition de tout, et il peut en remontrer à tous les spécialistes. Les généraux sont béats d'admiration, parce que Hitler mémorise les cartes du premier coup. Parce que Hitler a assimilé des quantités invraisemblables d'informations qu'il a entendues, qu'il a lues une seule fois. C'est quelqu'un qui est persuadé d'être élu par la biologie et par la nature, qui est convaincu de ce qu'il dit, et dès lors il a une force de conviction qui fait le vide autour de lui. Mais par ailleurs, ce n'est pas non plus quelqu'un d'intelligent, dans la mesure où il ne dialogue jamais. C'est quelqu'un qui soit pérore sans discontinuer, soit est dans un état de catalepsie apathique dans son fauteuil, où il rumine, le regard vide, sans parler, sans écouter. Dans la hâte de la débâcle, à partir de 1944, cette destruction d'archives, de lieux, ce dynamitage des chambres à gaz, des fours crématoires, à Birkenau, on en a les restes aujourd'hui, puisque ça a été fait dans une telle hâte que la SS n'a pas réussi à tout masquer. On a les ruines et les fondations de ces lieux. Les destructions d'archives ont été massives, on a brûlé par centaines de kilos de papier d'archives, des archives compromettantes. Par ailleurs, avant cela, les centres de mise à mort du gouvernement général, Treblinka, Sobibor, Belzec, avaient été détruits, mais jusqu'aux fondations, puisque on avait replanté des arbres, on avait installé des fermes pour que rien ne se soit passé sur cet endroit, à des endroits où on avait tué de 500 à 900 000 personnes selon les lieux. La deuxième injonction, c'est l'injonction documentaire et archivistique. Les nazis rendent service aux historiens puisqu'ils ont très précisément documenté, comme on dit en allemand, ils ont très précisément acté ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont des administrations qui travaillent bien, et quand une administration travaille bien, eh bien, elle garde la trace de ce qui s'est produit. Ces traces sont archivistiques, papier administratif, écrit, rapport, notes de synthèse, projection, notes prospectives, bref, on a tout cela. L'exemple le plus célèbre peut-être c'est le protocole ou le compte-rendu de la conférence de Wannsee, où voilà, on a le verbatim de ce qui s'est dit, on a les statistiques, on a les lieux, bon. Et l'autre forme que prenait cette documentation, c'était effectivement une forme filmique, hein, puisque c'est un nouveau média qui est très apprécié, qui devait garder trace des procédures. Alors, par contre, le film ne va jamais jusqu'à l'acte final de la mise à mort. On n'a pas ni de photographie, ni d'image mobile, de film, de ce qui se passait dans les chambres à gaz. Ça ne devait pas être filmé. Les seules images que l'on a de la Shoah à Birkenau, par exemple, ce sont des images volées, clandestines, qui ont été réalisées par les Sonderkommando, par en l'occurrence
des détenus juifs qui étaient affectés au traitement des cadavres et qui ont récupéré des appareils photo en contrebande sur les morts, hein, enfin sur les quasi-morts qui arrivaient, dont on récupérait les objets, pour faire des photographies qui ont ensuite enterré des pellicules que l'on a retrouvées par la suite. Ça, c'est pour les centres de mise à mort, c'est secret, pas de film, pas de photo. Par contre, on peut filmer les procédures d'arrivée, de triage, pour montrer comment on fait. Regardez, un train arrive, les SS sont disposés tous les 7 ou 8 mètres sur le quai, à l'ouverture des portes des wagons, ça se passe, tout est réglé comme du papier à musique, ça se passe de manière coordonnée, et ça peut servir, d'une part, à documenter un travail dont on est fier parce que ça se passe bien, sans heurts, de manière organisée, calme, coordonnée. Et puis ça peut servir aussi de film d'instruction hein, pour des troupes à qui on va dire, voilà, regardez comment ça se passe. Ça oui, photographie, film. Mais l'acte de mise à mort, non. Là, lui, n'est pas filmé. Sur le front de l'Est, c'est différent. On a des images assez nombreuses des fusillades. Fusillade à bout portant sur un terrain plat, ou alors image plus archétypale d'une fosse creusée, d'un alignement de membres des Einsatzkommando et au fond des victimes qui sont alignées, voire parfois de l'effondrement des victimes au moment de l'impact de la balle. Ça, on a des documents, mais ce sont des documents non officiels. Ce sont des documents, là aussi, volés, non pas par les victimes, mais par les bourreaux, qui voulaient documenter ce qu'ils faisaient. Voilà, et qu'ils écrivaient d'ailleurs dans leur correspondance privée ou dans leurs journaux intimes. Aujourd'hui, 17 août 1941, à tel endroit en Lituanie, nous avons effectué une action spéciale à tel endroit qui a fait tant de victimes. Donc on le note dans son journal, on en parle à son épouse restée au pays, et on garde la photo de ce qu'on fait, une espèce de tourisme militaire ou de documentation privée de ce que l'on fait. On photographie les pendus, on photographie les exécutions, comme on photographie son char, son supérieur, ses copains, les lieux où on habite.